Voyons maintenant, survolons, hein, puisque c'est la partie la plus compliquée, c'est ce principe de masque et de sous-masque. On appelle ça en anglais donc du subnetting, du net et du subnetting, ok? Le subnet, en fait, vous allez voir, c'est en gros le découpage, hein, au niveau du réseau. On va, comment dire, le compartimenter et, eh ben, on va le mettre en morceaux plus petits. Donc, c'est très important parce que, à la limite, c'est le truc le plus important, c'est les sous-masques au réseau, dans le réseau local, puisque c'est ça qui va vraiment déterminer avec quelle machine vous communiquez et avec d'autres machines. Eh ben, vous n'êtes pas sous le sous-même masque, le sous-masque, le même sous-réseau, pardon, et donc vous n'avez pas ce masque de sous-réseau, le même, donc vous ne pourrez pas communiquer. Il va falloir faire autrement. Donc c'est vraiment important en fait. On pense tout le temps quand on n'a pas de grandes connaissances en réseau, on se dit bah oui bon bah ça y est quoi, une fois qu'il y a un routeur, un switch, l'air n'importe qui accède à n'importe quelle machine. Non, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. OK? Et on a tendance pour sécuriser à faire de la compartimentation. OK? La gestion des comptes, ressources humaines, finances. OK? Donc, reprenons. Je vais traduire. Donc, on a vu la présentation des topologies LAN, partie 1. Maintenant, on va s'intéresser au sous-réseau. Introduction. Donc, comme nous l'avons déjà expliqué tout au long du module, jusqu'à présent, les réseaux peuvent être trouvés sous toute forme et toute taille, allant des plus petits aux plus grands. Le sous-réseau est le terme donné pour diviser un réseau en réseaux plus petits. Ok? On va parler de miniature à l'intérieur de lui-même. Vous avez compris un petit peu l'image. Ok? On reproduit le même schéma, mais à une échelle pas macroscopique, mais microscopique. Ok? Donc pensez-y, comme quand on découpe un gâteau en fait, hein, avec tes amis, on a une certaine quantité de gâteau pour tout le monde, et eh ben, on veut que tout le monde ait un morceau. Eh ben, le sous-réseau, si on doit faire l'analogie, c'est décider qui obtient telle tranche en fait, hein, et réserver une certaine tranche ou telle tranche à ce gâteau métaphorique. C'est exactement ça. Donc on a un gâteau, on va le diviser en trois parts. Ces trois parts. Et une partie, c'est la comptabilité qui va le récupérer. L'autre, c'est la finance. L'autre, c'est les ressources humaines. OK? Donc, c'est ce qu'on a vu là. Euh, OK? Donc, bien que vous sachiez où envoyer les informations dans la vie réelle au bon service, les réseaux doivent également le savoir. OK? C'est comme le principe de poste. Si vous mettez pas l'adresse, eh ben, écoutez, vous pouvez toujours poster une lettre, hein, avec un timbre. Jusque-là, tout va bien. Si il n'y a pas l'adresse du destinataire et de l'émetteur, eh ben, on peut rien faire, hein. On pourra pas vous renvoyer la lettre et on pourra pas envoyer la lettre à la personne que vous souhaitez. Donc, bah, là, c'est pareil. Les administrateurs réseau utilisent le sous-réseau pour catégoriser et attribuer des parties spécifiques d'un réseau afin de refléter cela. Dans ma partie sur Internet, vous vous rappelez, on a vu les octets. On a vu qu'il y avait une adresse IP qui était composée en IPv4 de 4 octets, ok? Eh ben, on a vu 0,255 en dessous, et je vous ai dit qu'on peut adresser uniquement 255 machines. Là, tout à l'heure, dans la précédente vidéo, je vous ai dit oui, et il y a du broadcasting. Et le broadcasting, eh ben, c'est la dernière machine du sous-réseau qui le gère, c'est-à-dire c'est la 255e. Donc, dans un classe C, comme je vous l'ai dit, puisque 192.168.1.1.1, c'est une classe C au niveau du réseau, eh ben, la dernière machine de broadcast sera la 255e. Donc, 192, 168, 1, 255. OK? Donc, ça, c'est le masque de sous-réseau et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est la partie la plus technique. L'adressage réseau est compliqué, réseau, et l'adressage du sous-masque réseau. OK? Du masque et du sous-masque. Enfin, masque réseau. Pourquoi je dis sous-masque? Du masque réseau. Du masque de sous-réseau. Je fatigue, excusez-moi. C'est la soirée d'hier. Donc, c'est pareil. Rappelons, adresse IP est composée de 4 sections appelées octets. OK? Il en va de même pour un masque de sous-réseau qui est également représenté par un nombre de 8 octets. 8 octets, donc 32 bits. OK? Allant de 0 à 255. Donc,
Je vous le dis, quel est le masque de sous-réseau de 192.168.1.1? C'est 255. 255. 255. 0. Ok? On verra plus tard pourquoi. Donc, identifier l'adresse erreur, identifier l'adresse de l'hôte, identifier l'adresse de la passerelle, ok? Puisque c'est la passerelle qui permet de communiquer aussi, hein, de ce qu'on appelle la fameuse gateway, dont je vous parlais précédemment. Donc, comme je vous disais, c'est la partie la plus compliquée, à la fois à comprendre et quand on est administrateur système, à adresser, ok? Parce que gérer 3 machines, c'est pas compliqué. Quand on doit gérer un parc informatique de dizaines de milliers de machines, je peux vous assurer que ça peut vite devenir un casse-tête. Donc, l'adressage réseau. Cette adresse identifie le début du réseau réel et elle est utilisée pour identifier l'existence d'un réseau. On est d'accord? On ne s'en sert jamais. Vous n'aurez jamais 192, 168, 10, vous ne l'aurez jamais. Ok? C'est en gros, c'est réservé. C'est par principe. Ok? On utilise des conventions. Donc, la première machine de ce réseau, 192, 168, 10, ça sera la 192, 168, 1. La dernière, ça sera la 255. Et elle sera utilisée pour quoi? Pour le broadcast. Ok. Donc, par exemple, un appareil avec l'adresse IP 192, 168, 100 sera sur le réseau identifié par 192, 168, 10. Ok? Vous avez bien compris, hein? Focalisez-vous sur ça. Ok? Là, on voit que ça ne change pas et ça ne changera jamais. Et qu'est-ce que je retiens? Le dernier point. Pour de la classe C, hein, parce qu'après vous allez voir qu'en classe B, en classe A, ça n'a plus rien à voir. Je parle uniquement pour la classe C. On regarde et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ça, c'est le masque de sous-réseau. Ok? Le dernier point, avec sa valeur, ça, c'est le masque de sous-réseau. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il peut aller de 0 à 255. Ok? Donc, bah ouais, en effet, 100, ça fait partie de mon intervalle. Mon intervalle par 2, 0, est fini à 255. Ok? Donc, c'est bon. Ok? Elle fait bien partie de ce réseau-là. Ensuite, l'adresse de l'autre. C'est une adresse IP qui est utilisée pour identifier un périphérique sur le sous-réseau. Ok? Donc, un appareil aura l'adresse 192.168.1.10. Ok? Et bah, un des exemples, bah, ça, ouais, ça peut être un 100, sans aucun problème. Et l'adresse de passerelle. Très important. L'adresse de passerelle, par défaut, est une adresse spéciale attribuée à un appareil sur le réseau qui est capable d'envoyer des informations à un autre réseau. Ok? Toutes les données qui doivent être renvoyées à un appareil qui n'est pas sur le même réseau, c'est-à-dire qui n'est pas sur 192, 168, 1, 0, seront envoyées à cet appareil. Cet appareil peut utiliser n'importe quelle adresse de l'autre, mais utilise généralement la première ou la dernière adresse de l'autre d'un réseau. Très souvent, votre box est configurée sur le 192, 168, 1, 1. Ok? Comment que je sais ça? Qu'est-ce que je fais là? Le meilleur exemple que je peux vous donner. J'accède à mon routeur. Mon routeur, c'est quoi? C'est une passerelle. Qu'est-ce que je viens de rentrer dans mon navigateur? L'adresse de la passerelle. Et on voit bien qu'elle est adressée. Elle aurait pu être adressée en 192, 168, 1, 254 ou 255. Là, en l'occurrence, on voit bien que c'est 1. OK? Donc on voit bien qu'en réseau, on a des conventions. OK? Vous pouvez pas faire n'importe quoi, décider que ah bah oui, bah je vais mettre du broadcast sur du vous pouvez, mais pour que assurer l'interopérabilité et le bon fonctionnement du réseau, vous voyez, à l'échelle d'Internet, vous imaginez si chaque administrateur réseau décidait de faire sa petite popote? Mais les machines communiqueraient pas sur Internet, quoi. Il y en a un qui dirait, ah bah ouais, moi le broadcast, je le mets là. L'autre qui dirait, ah bah ouais, moi je vais le mettre là. Ah puis écoute, moi je passe en classe A parce que la classe C, j'aime pas ça. Ainsi de suite. Non, il faut une cohérence au niveau du réseau, sinon le réseau ne fonctionne pas. Ok? Donc on a des règles très précises et qu'on doit utiliser et qu'on doit respecter, comme toutes les règles en fait. Hein. C'est pour le bon fonctionnement, bah, les règles de la société
et là, les règles réseau pour le bon fonctionnement de notre réseau. Ok? Donc ça, c'est à retenir. Et je peux vous donner un autre exemple. Qu'est-ce que je peux vous donner? Qu'est-ce que je peux vous donner? Je vais vous montrer peut-être ça. VMware fait l'inverse. Qu'est-ce que j'entends par là? Je charge le réseau, on va voir. Où c'est qui met le broadcast? Hein. Donc là, je suis en bridge. Ok. Donc j'ajoute un réseau. On va voir. Net, ouais. Vas-y, pas de souci. Donc on voit l'adresse de sous-réseau, hein, le subnet. Le masque de sous-réseau, on est en 192.170.0. Et si je dois faire le broadcast, comment il le met? Voilà. Vous voyez que généralement 254 ou la 255e. Ok? Donc là, on voit bien que c'est le cas au niveau du broadcast. Et l'adresse IP, subnet. Donc voilà, la passerelle permet de communiquer en dehors du sous-réseau. Le broadcast permet de communiquer à toutes les machines. Ok? Donc ça, c'est important à comprendre comme ça. Donc désormais, dans les petits réseaux comme à la maison, hein, vous serez sur un seul sous-réseau. C'est pour ça qu'on parle de classe C, je répète, car il est peu probable que vous ayez besoin de plus de 254 appareils connectés à la fois. C'est pour ça qu'on est en classe C à la maison, ok? Puisque, bah ouais, en effet. Pourquoi 254? Je répète. Pourquoi? Parce qu'on part de zéro, mais le zéro, il n'est pas utilisé. Enfin si, on peut l'utiliser, je vous dis des bêtises, hein. Je vous embrouille pas. Il y a 255 machines adressables, ok, au niveau du sous-masque. Donc, la dernière, elle est réservée pour le broadcast. Et donc, si elle est réservée pour le broadcast, il y a 254 machines qu'on peut utiliser, ok? Donc, le principe, c'est le sous-réseau offre des avantages, efficacité, sécurité, contrôle total, ok? Notamment grâce, je vous disais, au réseau virtualisé qu'on appelle des VLAN, ok? Donc nous reviendrons plus tard pour explorer exactement comment le sous-réseau offre ses avantages. Pour l'instant, tout ce que nous devons comprendre, c'est l'élément de sécurité. Hein, prenons le café typique de la rue. Ce café aura deux réseaux. Hein, un pour les employés, les caisses enregistreuses et d'autres appareils pour l'installation, hein, au niveau de l'installation, j'ai envie de dire même, et un autre, hein, grand public, qui va servir d'AP, d'Access Point. OK, pour les clients. Donc quel est le terme technique pour diviser un réseau en morceaux plus petits? Eh ben, c'est ce qu'on appelle un subnet. Euh, donc c'est le subnetting en anglais. OK. Mais l'acronyme subnet existe tout à fait. Combien on a de bits dans un masque de sous-réseau? Un masque de sous-réseau, combien on a de bits? C'est codé en 32 bits en fait. What is the range of section en octet of a subnet mask? Ben, on l'a vu, c'est de 0 à 255 adressables. Ok. Quelle adresse est utilisée pour identifier au début d'un réseau? Eh ben, c'est au tout début, c'est le 1.0.
On l'a vu là. Network address, ok. Par contre, oui, c'est le network address. Ok. Quelle est l'adresse qui est utilisée? Bah, c'est à l'inverse. Le host. Et quel est le nom utilisé pour identifier la périphérique responsable pour envoyer, bah oui, les données sur un autre réseau? C'est la gateway. Ok. C'est la passerelle. Gateway address. Non, comment ils l'ont mis? Default gateway. Autant pour moi. Passerelle par défaut. Voyons un petit peu le protocole A, qui est assez ancien. Donc, qui dit ancien dit faillible. Malheureusement, on va pouvoir attaquer le protocole ARP. Je vous ferai des vidéos pour vous montrer comment on peut usurper un. Qui dit attaque sur le protocole ARP dit usurpation de l'adresse MAC, donc MAC spoofing. Donc, voyons un petit peu la théorie sous-jacente. Ça, tu peux dégager, j'ai plus besoin de toi. Hop. Donc, si on se rappelle un petit peu hein, des différentes tâches, on a vu que dans les précédentes vidéos, on s'était focalisé sur l'adresse MAC et l'adresse IP. Et on avait vu ce fameux protocole qui s'appelle ARP, ARP comme Address Resolution Protocol, en cours, hein, in short. Tu veux me le traduire ou il faut que je traduise en temps réel là? Ok, il a plus envie de me traduire, il me fait chier. Donc là, cette technologie est responsable et permet aux équipements de s'identifier au sein du réseau. Tout simplement, le protocole ARP permet à un équipement d'associer son adresse MAC avec son adresse IP sur le réseau. Chaque équipement sur le réseau va garder, eh ben, bien sûr, une log, hein, donc un fichier log de l'adresse MAC et associé aux autres équipements. OK? Donc, il y a une table de correspondance, on pourrait dire. Ah, ça y est, il veut bien. Donc, lorsque des appareils souhaitent communiquer avec, avec un autre, oui, un autre appareil, ils enverront une diffusion, donc broadcast sur l'ensemble du réseau à la recherche de l'appareil spécifique. Les appareils peuvent utiliser le protocole ARP pour trouver l'adresse MAC et non l'identifiant physique d'un appareil pour la communication. Ok, donc on a une demande, on a une réponse d'ARP. Ok? Donc chaque périphérique d'un réseau dispose d'un registre en fait sur lequel stocker des informations. Vous savez qu'on appelle ça un cache. Ok? Un cache a plusieurs fonctions, mais généralement quand on parle de cache au niveau du réseau, bah, ça va permettre de stocker des infos. Ok? Après un cache, ça peut être aussi une mémoire tampon. Mais pour l'instant, on s'en fout. OK? Donc, dans le cadre du protocole ARP, ce cache va stocker les identifiants des autres appareils sur le réseau. Afin de mapper ces deux identifiants ensemble, l'adresse IP et l'adresse MAC, le protocole ARP envoie deux types de messages. OK? Donc, on a la demande ARP et on a la réponse ARP. En anglais, on parlera d'ARP, enfin, ARP request, ARP reply. OK? Donc, ARP, la requête, elle est envoyée. C'est un message qui est diffusé, je vous le disais, donc diffusé à tous les autres appareils trouvés sur un réseau. Donc, comme je vous le disais, c'est du broadcasting. Ok? On va envoyer le message à tout le monde. Donc, on est en broadcast. Et donc, bah, il va demander si l'adresse MAC de l'appareil correspond ou non à l'adresse IP demandée. Si l'appareil possède l'adresse IP demandée, une réponse ARP est renvoyée à l'appareil initial pour en accuser réception. Et l'appareil initial s'en souviendra maintenant et stockera dans son cache. C'est ce qu'on appelle une entrée ARP. Donc, request, salut, je suis tel équipement, voilà mon adresse MAC. Est-ce que tu as une adresse IP pour le 192.168.100? Il va dire ouais, tiens, 192.168.100, pas de problème, FB2, 2D, ok. Et là, ça entre une entrée et ça la stocke, ok. Donc, requête, réponse, enregistrement. Donc, ARP
Quelle catégorie de paquets ARP demande à un appareil s'il possède ou non c'est le quelle catégorie de paquets ARP? What category of business whenever specific address? Bah c'est le reply. Mhm. Non, c'est le request. Quelle adresse est utilisée comme identifiant physique pour un adresse? Bah c'est la MAC adresse. Ok, l'adresse MAC. Quelle adresse est utilisée comme identifiant logique pour un appareil sur le réseau? Attends. Pourquoi là il me prend un D et là il faut 2 D? Mais il se fout de ma gueule, hein. Le mec qui fait les CTF, il s'en bat les couilles, quoi, hein. Ah, franchement, c'est n'importe quoi. Là, je mets un D, il le prend. Je sais pas, franchement, la vérification sur les champs, ça m'a toujours impressionné, quoi. Bref, c'est pas grave. On s'en bat les calots. Voyons un petit peu le DHCP. Donc, le DHCP, en fait, c'est un ingénieur réseau à la maison, ok? Je m'explique. Au gros, il faudrait, en théorie, bon, hein, il fallait adresser en fait chaque périphérique qui est sur votre réseau local. Là, aujourd'hui, on a la chance, depuis des vingtaines d'années, même plus, d'avoir le DHCP. Le DHCP, c'est comme si c'était un ingénieur réseau qui, pour chaque périphérique, va venir en fait régler hein, au niveau du réseau. Ok? Permettre le réseautage. En fait, le DHCP, comme son nom l'indique, c'est le Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un serveur qui va venir allouer dynamiquement les adresses IP au sein du réseau. Ok? On a vu qu'en classe C, on est à 254 machines qui sont adressables. Ok? Donc lui il va dire, bah écoute, que ça soit ton téléphone, ta tablette, n'importe quoi, peu importe la connexion, si tu es connecté en Ethernet avec un câble ou connecté en sans fil, ok? Eh ben, je te donne automatiquement une adresse IP pour que tu puisses te communiquer avec l'extérieur via la passerelle du routeur. Ok? Donc eux, qu'est-ce qu'ils vous expliquent? Donc les adresses IP peuvent être attribuées soit manuellement, comme on le faisait avant, ok? Parce qu'on n'avait pas le choix. Et après, on s'est dit, ça serait bien qu'une machine le fasse automatiquement pour nous. Alors, c'est bien et c'est pas bien, ok? Parce que ça peut entraîner de gros problèmes de sécurité, en fait. Je vous expliquerai après peut-être pourquoi. Donc, euh, les adresses IP donc peuvent être attribuées soit manuellement, soit en les saisissant physiquement hein, dans un appareil, soit automatiquement via le serveur DHCP, comme je vous le disais. En fait, un appareil, dès qu'il se connecte à un réseau, eh ben, s'il n'a pas déjà une adresse IP, ok, qui lui est attribuée, il renvoie une requête, c'est ce qu'on appelle la découverte réseau, ok, en bon français, et qui est DHCP Discover, pour voir si des serveurs DHCP sont sur le réseau. Si le serveur DHCP répond, eh ben ensuite, automatiquement, une adresse IP est donnée à l'appareil, ok? Pour qu'il puisse l'utiliser. Là, on parle d'offer, ok? Offer discover. Ouais. Donc, l'équipement renvoie une confirmation, une réponse de confirmation, si il veut accéder à l'IP, l'adresse IP qui est offerte. C'est ce qu'on appelle la request. Donc, on voit que c'est en 3 étapes également. Discover, offer, request. Ok? Découverte, offre et requête finale. Et ensuite, il y a le hack. C'est en 4 étapes, pardon. Il y a le hack, c'est donc ACK, hein, chaque fois, vous savez, en réseau, c'est ce qu'on appelle l'acknowledgement. Ok? Acknowledge, c'est-à-dire qu'on va confirmer. Ok? On va confirmer que c'est terminé et que la transaction est bien effectuée. Donc, transaction faite en 4 étapes. Contrairement à ce que je vous disais, j'ai oublié le hack. Mais on a le DHCP Discover, ok? Donc là, il nous dit quoi? Eh, salut, je suis nouveau sur le réseau, est-ce que tu peux me donner une adresse IP? Le serveur répond, lui dit, mais oui, bien sûr, tiens, je te propose 192.168.1.10, ok? L'ordinateur répond à nouveau au serveur, lui dit, eh, écoute, c'est brillant, parfait, j'adore cette adresse IP, je vais devenir 192.168.1.10. Et là, le serveur répond, ok, parfait, maintenant, pendant 24 heures,
tu auras cette adresse IP. Ok? C'est ce qu'on appelle un beau. Ok? Un beau en informatique au niveau du réseau. En fait, les communications euh, ne sont pas éternelles en fait. Hein. C'est comme si vous payez pour un service et au bout d'un moment, euh, eh ben, donc c'est un bail DHCP. Ok? Donc le bail DHCP, c'est quoi le but? C'est d'optimiser l'attribution d'adresse IP en jouant sur la durée des baux. Un bail des baux. Et donc, eh ben, au bout de 24 heures, par défaut, ok? Ça saute, ok? Je vous mettrai toutes les ressources, allez voir, pareil, si vous êtes curieux, c'est super intéressant. Et vous comprendrez mieux le fonctionnement d'un réseau, ok? Puisque là, on fait que survoler, encore une fois, hein. Vous imaginez bien que si le réseau s'apprenait en 1 heure sur Internet, les gens ne feraient pas des années d'études. Mais allez voir, IT Connect, ils font de très bons cours, ok? Vraiment très très bon, très très bon. Ils font du bon boulot. Donc, vous mettrez ça en ressources. Et donc, quel type de paquet DHCP est utilisé par l'appareil pour récupérer? C'est le request. Non, non. Ah, Discover, pardon, putain. Je vous le dis en plus. Ok. Quel type de paquet on va LAC? Ah non, ça c'est le DHCP hack. Ok. Donc le offer et l'autre c'est le request. Autant pour moi. Donc on va voir le modèle aussi. Pourquoi aussi? Parce que vous connaissez ISO. ISO, organisme international de normalisation. L'ISO a créé quoi? Le modèle OSI. Vous remarquerez que c'est exactement l'inverse. Ok? ISO, OSI. C'est un petit jeu. Donc, on verra le modèle OSI, mais je vous ai déjà expliqué tout ça dans mes cours sur l'internet et sur le réseau pour les nuls, ok? Et le prenez pas mal. Je dis pas que vous êtes nul, c'est juste une expression, ok? Personne n'est nul, on est tous là pour apprendre. Voilà. J'espère que ça vous a plu et bah, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt. Ciao, ciao.